Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être avec nous. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, il y a un an, vous avez signé avec votre homologue congolaise l'accord de paix entre vos deux pays, un accord qui a ensuite été entériné par vos deux présidents à Washington en décembre sous l'égide de Donald Trump. Mais un an plus tard, il faut le dire, le volet sécuritaire n'est pas appliqué. C'est ce que dit le médiateur américain par la voix de son secrétaire d'État, par la voix de son envoyé spécial Massad Boulos, qui, il y a quelques jours au Conseil de sécurité de l'ONU, a dit ce volet n'est pas appliqué par les deux parties. La RDC ne neutralise pas les FDLR dans les zones sous contrôle. Et de son côté, le Rwanda n'a pas retiré ses troupes de RDC ni cessé son soutien au groupe rebelle du M23. Est-ce que vous êtes d'accord ? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que le 27 juin, nous avons signé l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Le volet principal, c'était le CONOPS, le Conseil des opérations pour la neutralisation des génocidaires et FDLR, et la levée des mesures rwandaises de défense. Il y avait même un chronogramme de 90 jours pour remplir ces obligations. Mais malheureusement, le problème principal est le manque de volonté politique de la part de Kinshasa. Premièrement, sur le cessez-le-feu, puisque depuis la signature de cet accord de paix, les attaques de drones se sont intensifiées. Non seulement contre les positions de la FCM 23, ce qui est en violation du cessez-le-feu, mais aussi contre les civils Banyamulenge au sud Kivu, ce qui est beaucoup plus préoccupant. Et donc la deuxième chose, c'est le problème de la neutralisation des FDLR. Au lieu de s'engager sur cette voie, ces dernières années, je dirais cette année qui vient de s'écouler, a vu le gouvernement congolais renforcer les FDLR, que ce soit sur le volet militaire, mais aussi organiser les FDLR sur le côté politique avec des personnes comme Jean-Luc Abiyalimana, le fils de l'ancien président qui vit ici en France, et d'autres personnalités comme Kinshasa dit on travaille à la neutralisation de ces FDLR. Oui, mais s'ils travaillent sur la neutralisation des FDLR, où sont les résultats ? Il n'y a rien qui prouve, et les FDLR sont toujours soutenus par Kinshasa, il n'y a rien qui a été fait. Et même, vous avez parlé de Massad Boulos, qui a dit vendredi passé au Conseil de sécurité que le gouvernement congolais n'a rien fait sur la neutralisation des FDLR. Et de votre côté, vous n'avez... Alors d'après le dernier rapport de l'ONU, vous avez 6 à 7 000 hommes en RDC. Dorénavant, cette présence qui a été longtemps niée est assumée par le président Kagame lui-même. Ces troupes, Marco Rubio a demandé devant le Congrès américain qu'elles se retirent d'ici la mi-juillet. Est-ce que vous allez retirer ces troupes, oui ou non ? Premièrement, les États-Unis n'ont donné aucun ultimatum au gouvernement rwandais. Marco Rubio a demandé, il a dit « j'espère que ce sera mi-juillet ». Non, c'est nous, le Rwanda, qui avons fait des propositions concrètes pour accélérer la mise en œuvre du Conseil des opérations avec même un chronogramme. C'est nous qui avons fait cette proposition, mais bien sûr, c'est le CONOPS. Le CONOPS, c'est un accord entre deux parties sur des questions sécuritaires qui intéressent les deux parties. Donc au Rwanda, de lever ces mesures de défense, et à la RDC de neutraliser les FDLR. Mais jusqu'à présent, rien, absolument rien, n'a été fait pour neutraliser les FDLR. Donc les troupes rwandaises ne vont pas se retirer. Non, mais la question est une vision globale. Et c'est le problème depuis le début, c'est-à-dire que l'un dit c'est l'autre dit c'est l'un, et on s'en sort pas. Non, l'accord de paix, ce n'est pas un accord fait pour le Rwanda. C'est un accord pour arriver à la paix dans la région avec des obligations des parties. Et donc, vous avez parlé de Marco Rubio. Le 5 juin, au Congrès américain, il a dit que le Rwanda est en train de mettre en œuvre ses obligations. Mais il n'a rien dit sur l'autre côté, sur l'autre partie qui est la RDC, qui n'a jamais... Il n'y a pas le moindre commencement d'application de ces obligations. Et Marco Rubio a enfoncé le clou le vendredi en disant que le gouvernement congolais n'a pas appliqué l'accord, n'a pas neutralisé les FDLR. Donc c'est un problème. Alors, il y a quand même, au-delà des paroles, il y a les actes. Les Américains ont pris une série de sanctions seulement contre le Rwanda. Il y a eu des mesures importantes contre l'armée des commandants très haut placés au mois de mars. Il y a quelques jours contre la seule raffinerie d'or du Rwanda parce que, selon le Trésor américain, les militaires rwandais avec le M23 ont acheminé 60 kilos d'or depuis le début 2026. Il n'y a des sanctions que contre le Rwanda. Donc les Américains disent
Il y a un accord entre deux parties, mais il y a un seul fautif, c'est le Rwanda, c'est pour ça qu'on les sanctionne. D'où la contradiction. C'est pas une contradiction, c'est une contradiction flagrante. Tout d'abord, nous sommes déçus par la partialité de plus en plus criante du médiateur américain. Ce n'est plus un médiateur neutre. En tout cas, il y a des problèmes de partialité. Ça veut dire qu'ils ne sont plus neutres. Ça se voit sur le terrain. Donc, lorsque Marco Rubio dit que le Rwanda est en train de mettre en œuvre ses obligations à cause des sanctions, en restant silencieux, c'est pas à cause des sanctions. C'est ce qu'il dit. Non, c'est pas à cause des sanctions, c'est à cause des engagements que nous nous sommes fixés comme pays. Et que Marco Rubio aussi dit que la RDC ne met pas en œuvre ces recommandations. Alors pourquoi y a-t-il des sanctions contre seulement l'une des parties? Pourquoi? C'est les problèmes de partialité. Pourquoi? Il y a d'autres raisons, en tout cas, qui ne sont pas des raisons de paix dans la région. Quelles sont ces raisons? Le président Kagame a dit que ces sanctions, il en parlait au mois de mars quand c'était contre l'armée, ce qui est quand même très symbolique, avait dit que ce sont des insultes contre le Rwanda. Est-ce que ce sont des insultes? Il avait raison, bien sûr. Mais elle continue, puisque là, il y a quelques jours... Exactement, d'où la partialité que nous dénonçons de cette médiation. Est-ce que vous pensez, le président Kagame a laissé entendre que les décisions américaines de sanctions étaient dues à des raisons qu'il ne voulait pas commenter? Beaucoup de gens ont compris ça, parce qu'il y a peut-être des intérêts économiques en train d'être négociés entre l'administration Trump et Kinshasa. C'est ça, votre lecture de la situation? C'est une question à demander au médiateur américain. Non, mais vous avez des informations. Nous, on ne fait que constater. Qu'est-ce que vous constatez? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie, la RDC, qui fait fi des accords qui ont été signés, qui intensifie ces attaques de drones en violation du cessez-le-feu, qui intensifie l'organisation militaire et politique des FDLR, mais qui n'est jamais sanctionnée par le médiateur américain. Est-ce que c'est à cause de deals miniers? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vous devez le penser. Vous devez le penser. Ah, ben, tout ce que je pense, vous pouvez le dire. Je ne le dis pas nécessairement. Est-ce que, si jamais ça continue, est-ce qu'il y a d'autres sanctions? Par exemple, imaginons une sanction contre le président. Est-ce que ce serait un casus belli pour le Rwanda qui dirait aux Américains, écoutez, on ne peut plus continuer comme ça? Est-ce que l'accord de paix qui a été signé, son objectif est-il des sanctions? Puisqu'on parle de sanctions comme si c'est l'alpha et l'oméga de cette médiation. Cette médiation a comme but d'arriver à une paix durable à l'est de la RDC, après plus de 30 ans d'un conflit. Donc il faut s'attaquer à ces causes profondes. Et moi, je puis vous dire que l'accord de paix de Washington, c'est le meilleur accord qu'on puisse avoir dans la région. Donc, il n'y a pas de problème d'accord. Il y a des problèmes de volonté politique de Kinshasa à mettre en œuvre cet accord et à nous permettre de nous engager dans une collaboration fructueuse sur des projets de développement dans la région. S'il y a des sanctions contre le président Kagame, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, nous ne prenons aucune sanction. Ce n'est pas nous qui prenons des sanctions. Donc, si vous pouvez demander à ceux qui prennent des sanctions tous les matins de vous le dire. Vous avez accusé donc Kinshasa de ne pas respecter le cessez-le-feu, mais on se souvient que quelques jours à peine après la signature de l'accord à Washington, il y a eu l'offensive sur Uvira de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, d'après les Nations Unies et beaucoup d'observateurs. Donc comment est-ce que vous pouvez seulement accuser Kinshasa, alors que de votre côté, visiblement, les intentions de cessez-le-feu ne sont pas toujours là? Sur la prise d'Uvira, il y a une désinformation phénoménale. C'est faux? Je vous explique. Le 27 juin, comme vous l'avez dit, nous avons signé un accord de paix avec un chronogramme de 3 mois. Mais malheureusement, rien n'a été fait. Et au contraire, les États-Unis nous faisaient des propositions de dates pour la signature de l'accord par les chefs d'État. On nous a donné des dates en septembre, en octobre, en novembre. On les repoussait, on a accepté la date du 4 décembre. Mais le problème, et les Américains le savent, c'est que sur le terrain, les attaques de drones s'étaient intensifiées et que même le AFC M23 était déjà en mouvement. Donc c'est une hypocrisie de croire que le 4 décembre, c'était un jour de paix sur le terrain et que c'est le Rwanda et l'AFC M23 qui, 5 jours plus tard, ont violé cet accord. C'est pas vrai.
Dernière question, la RDC a déposé le 26 juin une requête devant la Cour internationale de justice à La Haye contre le Rwanda, l'accusant de mener, je le cite, une campagne génocidaire depuis 1996. C'est la troisième fois que la RDC saisit la CIJ contre le Rwanda. Elle n'avait jamais accepté d'intervenir. Est-ce que vous craignez que ce soit le cas cette fois? C'est vrai, il y a des problèmes de compétences de la Cour, mais ça va être réglé par les organes habilités, mais cette opération de la RDC, cette plainte de la RDC relève du pur cynisme et de la manœuvre politique, parce que qui collabore avec un mouvement génocidaire nommé FDLR? C'est le président Tshisekedi et son armée qui a tiré par des attaques de drones sur des populations civiles, les Banyamulenge et autres. C'est le président Tshisekedi et son armée qui encourage les discours de haine contre les Congolais Tutsis. C'est le président Tshisekedi et son armée, y compris des actes de persécution où des Congolais Tutsis ont été lynchés et brûlés quasiment le jour où tout le monde pouvait le voir. Donc, il y a quand même du cynisme à vouloir accuser autre de génocide, alors que c'est le gouvernement congolais, à travers ses milices, les Wazalendo, ses mercenaires, ces accusations ses graves FDLR, que vous faites. C'est ce qui se passe sur le terrain. C'est pas ce que tout le monde dit. Mais Non, c'est parce que ici, il ne s'agit pas de dire, il s'agit de voir. Mais les attaques de drones sont bien réelles contre les Banyamulenge. Les discours de haine sont bien réels. Les lynchages sont bien réels. Donc, il y a une accumulation de crimes commis par le régime de Kinshasa. Et donc, il ne peut pas faire fi de ces crimes et aller à La Haye pour accuser qui d'autre de ce genre de crime. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations.